Bienvenue, re-bienvenue à bord du Black Pearl. J'ai l'impression que vous êtes nombreux et nombreuses à ou bien être très intéressés par la problématique des bases de données sur Kubernetes, ou alors, je ne sais pas si vous aviez vu les slides avec le gorille pirate, si c'est ça qui vous a fait venir. Mais en tout cas, c'est chouette de voir autant de monde dans cette salle. Alors, j'ai un premier message important en ce qui concerne les t-shirts. Vous pouvez, celles et ceux qui n'ont pas encore fait, vous pouvez récupérer vos t-shirts. C'est de l'autre côté, en fait, par rapport à ici. Hein, voilà. Près à côté du truc communautaire. Voilà, il y a un truc où vous pouvez récupérer vos t-shirts qui vont être vachement collector parce que dans 10 ans, vous pourrez dire à vos collègues « Ah, le premier KCD France en 2023, j'y étais !» Il y avait un talk avec des pirates, c'était un truc de gueudin. Voilà. Puisqu'on parle de talk avec des pirates, les voilà. Alors, les bases de données sur Kubernetes, bon, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Alors, je vois qu'il y a encore un petit peu de monde debout. Si vous avez, on va faire un petit peu comme ce matin, si vous avez un siège vide à côté de vous, levez la main. Un peu dans le fond, un là, voilà. Et puis les bases de données dans Kubernetes, ça ne m'étonne pas tant que ça parce qu'on me demande très souvent quand je fais des formations, ouais, les bases de données dans Kubernetes, comment on fait et est-ce que c'est mûr? Et à chaque fois, ma réponse, c'est un truc du genre, on peut faire tourner une fois 1000 bases de données, on peut faire tourner 1000 fois une... Mais par contre, 1000 fois... Bref, justement, ce que Alexandre et David se proposent de nous montrer aujourd'hui, c'est que grâce à certains opérateurs de bases de données Kubernetes, on va pouvoir faire tourner 1000 bases de données dans 1000 clusters ou dans je ne sais pas quoi. Enfin, ça va être chouette. On a encore quelques personnes qui arrivent, donc je vais continuer à raconter des trucs pas intéressants pendant encore 1 minute afin que les derniers et dernières arrivées ne ratent pas le début de cette excellente présentation qui s'annonce absolument phénoménale et extraordinaire par David Le Rouge et Alexandre Sparrow. Voilà, je pense que là c'est bon, on va pouvoir... Vous êtes chaud? Oui, on est chaud. Et bah alors c'est parti. David, ton micro, ça roule? Ouais, je pense que ça doit marcher. Ils t'entendent bien? Ouais. Vous entendez bien, David? Vous m'entendez quand je parle? Super. Ouais. Merci de nous accueillir dans votre salle. Alors, autant dire que je suis côté organisateur et donc je suis complètement déglingué parce que j'ai pas dormi et tout ça. C'est pas que j'ai bu du rhum avant de venir. Mais on va vous proposer un petit talk avec David et moi-même qui bossons tous les deux chez Enix. Sous le signe de la piraterie, ça ne veut pas dire qu'on héberge des sites web douteux chez Enix, pas du tout. Bah non. Chut, chut. Donc, tu veux dire quelque chose? Tu veux entamer direct, Ouais, David? on peut entamer direct. Vas-y, go. Alors, petit sondage, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est des opérateurs dans la salle? Pas tant que ça, on va dire la moitié. Donc, on va faire un petit rappel. Alors, il y a un petit peu de lag, mais ça va. Petit rappel, donc à quoi ça sert un opérateur? C'est un composant dans votre cluster Kubernetes qui va vous permettre d'étendre l'API de Kubernetes. Donc je pense que vous avez l'occasion de jouer avec des pods, des stateful sets, des deployments. Là, l'opérateur va nous permettre de déployer des objets plus complexes, avec un peu plus de complexité, et d'opérer certaines tâches au sein de votre cluster Kubernetes. Donc un des avantages premiers, c'est quand même de nous faciliter la vie à nous les ops. On manage des clusters, des infrastructures, et voilà, on veut s'aider parce que voilà, un bon ops, c'est quelqu'un de fainéant. Donc ici, là, on s'est focus principalement sur les opérateurs SQL parce que voilà, c'est un sujet qui touche quand même pas mal de monde. On a la problématique chez nous et on s'est complètement focus là-dessus. Donc d'un côté, on va faire un peu de Postgres avec Cloud Native PG, Stackgress et l'opérateur de Zalando que je pense que pas mal de gens connaissent ici. Et côté MySQL, on va plus se focaliser sur Moco. Alors MariaDB Operator, il n'est peut-être pas facile à trouver, mais il y a un lien GitHub, c'est mmontes, il me semble. Donc c'est un opérateur qui est assez jeune, mais qui a pas mal d'activités, parce que c'est quand même un gros désert côté MariaDB. Donc ça vaut le coup de souligner. Et la grosse boîte Percona, là, avec l'opérateur pour MySQL. Donc le nom officiel, c'est un nom à rallonge. Mais bon, on va se contenter de parler de Percona pour visualiser l'opérateur. Je pense qu'on n'est pas exhaustif, mais c'est volontaire. On est là pour donner quelque chose de représentatif sur ce qu'on a pu voir et opérer, et vous donner du retour d'expérience là-dessus.
Ouais. Donc nous, en fait, on travaille chez Enix. Donc Enix, c'est une boîte d'infogérance de plateformes, principalement de plateformes cloud native, même si on fait du hosting au sens large. Et donc, qui dit infogérance cloud native, dit cluster Kubernetes. Et on infogère principalement les plateformes de nos clients. Donc nos clients, ils ont des besoins en base de données, des besoins de données stateful. Et donc, il faut gérer le cycle de vie d'une base de données, les maintenir en conditions opérationnelles, gérer les backups, gérer les sauvegardes, gérer les montées de version. Et donc voilà, c'est pas simple. Et ce qu'on va rechercher principalement, c'est de l'automatisation, de la fiabilité et de la visibilité. Quand on infogère des plateformes des clients, c'est quand même plus sympa. C'est à mon tour. Je pense qu'Alex... Est-ce que je suis prêt? Je sais pas si tu es prêt, mais je dis pense au que tu revoir. vas nous parler de la suite du voyage, non? Oui, c'est possible. Alors, on va vous proposer un petit parcours, n'est-ce pas? Si vous comprenez rien au titre, vous inquiétez pas, dans les slides, on a mis des sous-titres. Pour commencer, tu peux peut-être les laserifier, David, si tu as moyen. Quitter le port et se lancer. Donc, comment prendre en main un opérateur, voir un petit peu ce qui se passe quand on démarre avec un opérateur. En tout cas, comparer les démarrages qu'on peut avoir. En numéro 2, gestion des droits de l'équipage, au cas où vous vouliez éjecter quelqu'un par-dessus bord, n'est-ce pas? Remplacement à chaud d'un moussaillon. Donc ça, c'est en gros remplacer un réplica d'un cluster. Ensuite, monitoring à la longue vue. Ça, c'est assez self-explanatory. Restauration de l'embarcation. Donc ça, c'est tout ce qui est backup et restauration de base de données. Ajout des canons et autres plugins sur les moteurs de base de données. Upgrade du vaisseau. Pareil, vous aurez compris, c'est comment gérer les upgrades de version des bases de données via les différents opérateurs. Et à la fin, quelques bananes pour les survivants. C'est quoi l'histoire des bananes? On va t'expliquer. Alors, premier slide. Donc, je vais peut-être me mettre à côté du pupitre, comme ça j'éviterai de lever la tête comme un gros nigo. Tu veux pas aller de l'autre côté? Je vois rien, j'ai enlevé mes lunettes, il y a du maquillage, tout ça, mais c'est pas grave. Donc, comment on discute avec un opérateur, en gros? Quelles sont les interfaces qui nous permettent de travailler avec un opérateur? Vous verrez, on rentrera un petit peu plus dans la complexité derrière, mais évidemment, via un mchart pour l'installation, d'abord et avant tout. Donc, naviguer avec un mchart pour installer son opérateur. Et globalement, ça se passe bien, c'est très bien supporté. Enfin, il n'y a pas trop de questions, à part parfois un petit peu de manque de documentation, ou bien une documentation un peu, pas illisible, mais comment tu dirais, David, pour Percona? Pour Percona, tu dirais quoi sur la doc? Déjà, il faut la trouver. Et D'accord. puis après, pas Alors, hyper exhaustif, c'est un peu un enfer à chercher. Ouais. Mais c'est sûrement pour peut-être vendre du service derrière, ou je sais pas. Ah bon? C'est jamais. Peut-être bien. Est-ce que tu peux me mettre un coup de laser sur la tête de mort? Donc dans les slides, on vous met une petite tête de mort pour vous dire un peu ce qu'on a moins kiffé, et des petites bananes pour vous dire ce qu'on a kiffé. C'était pour ça, la banane, David. D'accord. Et il y en a sur le boost aussi, des bananes. Alors ensuite, au-delà du mchart qui est assez traditionnel sur Kubernetes, évidemment, la totalité des opérateurs vont déployer des custom ressources via des custom resource definition. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir piloter l'opérateur via ces custom ressources, d'une part, mais c'est aussi d'avoir évidemment du rendu d'informations et de savoir ce qui se passe un petit peu au sein de l'opérateur, ou encore mieux, au sein de vos clusters de base de données. On a également parfois, sur certains opérateurs, la possibilité d'avoir une interface graphique. Ce n'est pas toujours le cas. Un petit point positif sur Stackgress là-dessus, qui a une UI assez cool. On en parlera peut-être à la fin. Ça n'est globalement pas trop le cas quand même, les interfaces graphiques. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et enfin, des plugins kubectl. Ça, c'est sur les opérateurs qui, on va dire, sont les plus cloud native dans l'idée, qui sont les plus... Moderne, ce n'est pas le bon mot, mais des gens qui adoptent un peu les concepts de Kubernetes jusqu'au bout. Et donc, en l'occurrence, les deux bananes, Cloud Native PG et Moco, sont des opérateurs que vous pouvez piloter via des plugins kubectl. Allez, next slide, c'est à toi, David? Non, c'est à moi. En gros, on vous a mis bon, il y a un petit peu trop de décoration, mais on vous a mis 2 YAML représentatifs. À gauche, si je ne m'abuse, c'est Cloud Native PG. À droite, c'est Moco. Et si on pointe avec le laser, on remarque qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des annotations, ça on s'en fiche un peu. Il y a une grosse partie backup en bas qui donc donne l'authentification, l'endroit où on va déposer ses sauvegardes, etc. Il y a un petit peu de configuration storage class. Bon, pas très compliqué. Et à droite, Moco, de la même façon. Voilà. Donc, en fait, pour démarrer avec les opérateurs, la plupart du temps, quand on touche aux custom resources, c'est pas si compliqué de lancer une DB.
Donc maintenant, là, on va pouvoir se poser la question de comment on crée nos utilisateurs pour nos bases de données. Voilà, quand on a plein de bases de données à créer, il faut avoir peut-être une stratégie, savoir comment ça marche, et en tout cas se poser la question, c'est le plus important. Donc globalement, sur les opérateurs qu'on a testés, je pense que c'est un peu le cas pour pas mal d'opérateurs, il y a 3 stratégies qui se dégagent. La première, c'est l'opérateur qui va s'occuper pour vous de créer vos utilisateurs. Donc petite anecdote, nous quand on a un opérateur avec genre 40 dB dessus, c'est quand même bien pratique de pouvoir se dire qu'on a le même utilisateur pour les accès en écriture, le même pour les lectures, le même pour le côté admin de la DB. Voilà, quand on veut commencer à faire du scripting ou ce genre de choses, c'est quand même bien pratique. Donc là, voilà, l'opérateur s'occupe de tout. La deuxième manière de faire, on va l'illustrer après, c'est de définir dans les custom ressources les utilisateurs, à quel DB ils ont le droit, sur lequel DB ils ont les permissions, et en fait l'opérateur va aller créer ce qu'il faut pour donner les droits à tel utilisateur, à tel DB. Donc il va abstraire toute cette partie-là pour vous aussi. Sur des opérateurs un peu plus... Désolé, je suis fatigué, mais tu parles vite. Je parle vite? Ok. Il parle vite ou En pas? plus, je m'entends, donc c'est pas évident. C'est peut-être moi qui suis lent, hein. C'est possible. C'est peut-être ça aussi, tu t'es levé tôt. Sur des opérateurs un peu plus modernes, même s'ils sont récents, on peut avoir aussi des utilisateurs qui vont être créés avec des ressources, des custom ressources complètement dédiées. Donc là, ça ne va plus être dans la déclaration principale de votre cluster que vous allez gérer vos utilisateurs, mais dans des ressources dédiées, tout comme les permissions. Bon, c'est un moyen un peu plus cloud native, un peu plus moderne de voir les choses. Et enfin, pour les opérateurs un peu plus historiques, on va dire, je pense à Percona par exemple, il faut aller claquer une petite ligne de SQL à la mano dans votre DB pour créer vos utilisateurs. C'est un peu moins pratique à utiliser au jour le jour en tout cas. Toi, tu préfères quelle méthode? Moi j'aime bien le côté création automatique où l'opérateur il s'occupe de tout et où il n'y a pas de surprise. Donc il n'y a plus de gestion d'utilisateur pour toi en fait, c'est fait, c'est Ouais, disponible. autant déléguer la tâche à un opérateur, il n'y a pas de risque de se tromper, ce genre de choses. Pourquoi on n'en kiffe pas certains là? Quand il faut aller faire du SQL à la main pour créer des utilisateurs, c'est moins pratique. Bon, après, quand il y a une DB, c'est pas gênant. Quand on commence à en avoir 50 ou 150, bon, en vrai, on a révisé la presse, hein, mais on aime bien discuter ensemble. Donc là, un petit exemple, celui de Zalando, l'opérateur Zalando, pas mal de gens le connaissent. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens sur la conf. Donc là, on va retrouver typiquement les secrets générés par l'opérateur avec la définition ici des utilisateurs. Donc là, c'est pareil, hein, on définit la base de données auquel on donne les droits à l'utilisateur. Et ça, c'est un petit exemple d'une custom ressource complètement dédiée où vous créez vos objets complètement à côté. Côté Zalando, une petite anecdote. On voit ici une notion de team. Donc il y a une notion de team qui vient avec l'opérateur. Une notion de quoi? De team, d'équipe. Je pense que c'est pour gérer les permissions, quand vous avez une grosse structure avec plein d'équipes pour gérer les droits de telle équipe à droit à quel DB, ça peut être pratique. Mais bon, c'est pas trop standard Postgres, c'est un peu moins. Donc ça, c'est quel opérateur qui a cette approche? C'est celui de Zalando. Ouais, le Postgres opérateur. C'est le seul. Ouais. Ensuite, remplacement d'un moussaillon à chaud. Bon, là, je pense que vous avez tous compris qu'on parle de faire sauter un node, de faire un switchover. Qui sait ce que c'est un switchover dans la salle? Ouais, pas grand monde. Globalement, c'est quand, par exemple, vous allez vouloir effectuer une opération sur votre cluster. Il y a toujours, en termes de cluster, il y a toujours un primaire et des réplicas. Si vous voulez changer de primaire parce que il y a un node à remplacer ou ce genre de choses, vous allez effectuer un switchover sur votre DB pour changer le primaire, typiquement. Ça vous garantit une haute disponibilité en cas de perte de node, et ça permet de s'assurer que manuellement, vous pouvez faire aussi gérer de l'achat manuellement, quoi. Oui, tu voulais que je fasse une blague, mais tu devais le dire au début du slide, donc j'ai perdu le fil, en fait. Comment une haute disponibilité, ça peut être manuel? T'es vraiment fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué aussi. Non, blague à part, en fait, sur ces opérateurs-là, on va avoir deux grandes familles. Enfin, on va retrouver Patroni. Patroni, je pense que vous devez connaître, même ceux qui font du Postgres depuis un moment. Attends, parce que je suis pas sûr. Patroni, c'est quelque chose qui est Postgre. Patroni, c'est une solution de haute Patroni, disponibilité. c'est des choses que tout le monde PostgreSQL. connaît ou pas? Non, en fait, non. Ok, donc c'est un composant, c'est un tool qui va vous permettre de créer un cluster Postgres en mode haute disponibilité.
Donc c'était à la base, historiquement, c'est pas quelque chose de cloud natif qui a été designé pour Kubernetes, c'était pour du Postgres bare metal, mais pas mal d'opérateurs l'intègrent et gèrent leur haute disponibilité avec cet outil-là. Bon, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, on va voir juste après que c'est un peu moins pratique à utiliser quand on veut faire un petit switchover. Donc en gros, on a des opérateurs certains qui englobent, qui wrap Patroni, qui est un outil historique qui est utilisé pour faire du fallback, de la gestion de haute disponibilité. Et on a une autre stratégie sur d'autres opérateurs où là, ça utilise d'autres mécanismes. Ouais, il y a d'autres mécanismes. Typiquement, tu dialogues avec ton plugin kubectl plutôt que d'aller faire des commandes Patroni à la mort moelleux. Voilà, c'est ça. Okay. Typiquement, Moco, il propose un plugin en une ligne de commande. Ça nous permet de faire un switchover. Donc par exemple, là c'est une... Alors j'espère qu'on voit bien, je fais par défaut Google, mais c'est en 360p, donc c'est peut-être pas tip-top. Là c'est un exemple de switchover à la main. Donc ça je ne l'ai pas inventé, hein, ça sort de la doc de Stackgress par exemple, qui est basée sur Patroni. Faut commencer à rentrer dans un des pods de votre cluster. Il va falloir aller identifier qui c'est le master. Après, sur les réplicas qui vous restent dans votre cluster, il va falloir choisir quel réplica on veut promote, donc remplacer celui qui va devenir le nouveau master. Il faut valider, voilà. Et après, l'opérateur se charge de faire le switchover, et voilà, on peut passer à la suite. Alors que, quand même, sur des outils un peu plus modernes, ça se traduit par... Alors, c'est pas la bonne slide. Sur des outils un peu plus modernes, ça se traduit par une ligne de commande. Donc imaginons que vous avez 40 dB sur 5-6 nœuds et qu'en fait vous avez des masters sur le node 0.1 de votre cluster. Bon, à scripter, c'est quand même beaucoup plus pratique pour faire votre switchover. Donc là, c'est dommage, ce qu'on ne voyait pas aussi, c'est que, donc la vidéo, elle s'est remise au début, mais il y a une récupération dans les events Kubernetes. Je pense que vous êtes habitués à faire des get events, par exemple, pour avoir un peu le statut de ce qui se passe sur vos objets Kubernetes. Bon, en fait, vous avez la même chose sur certains opérateurs pour des custom ressources. Donc là, typiquement, avec un get event, vous allez avoir, ah bah tiens, j'ai promu tel node comme primary, et c'est quand même vachement plus appréciable. Tu peux nous les remettre, les events, pour les voir? Ouais, alors je pourrais peut-être pas faire pause. Donc, on lance la commande. Allez, voilà. On regarde les events dans le namespace avec une sélection et on voit tous les events qui ont eu lieu. Et malheureusement, la vidéo ne reste pas affichée, mais vous avez compris le principe, c'est pas grave. Attends. Yes. J'ai ma blague. Hey David, tu veux pas nous parler du monitoring à la longue vue? Ah, pas mal. Belle blague, Alex. Je l'ai répété toute la nuit pendant qu'on était en train d'installer l'audiovisuel, tout ça, les stands, les machins. Bon, là, pas besoin de faire de description un peu deep dive de ce dont on va parler. On va parler de monitoring. Alors chez Enix, nous, on a une solution de monitoring qui est basée sur Prometheus pour toutes les infras de nos clients, pour nos infras à nous. Et voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien et c'est quelque chose qu'on va aller rechercher, qui pour nous est un standard, et on va aller rechercher ça principalement chez les opérateurs. Donc typiquement, ouais, voilà, l'intégration avec Prometheus. Et globalement, tous les opérateurs qu'on a testés vont avoir des exporteurs Prometheus. Donc globalement, pour tout ce qui est Cube, Postgres, on va retrouver des Postgres exporteurs à droite à gauche, des MySQLD exporteurs également. Mais alors ça, c'est cool. Donc c'est qu'on a toutes les métriques de nos clusters. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand on a un opérateur, c'est d'avoir des métriques, ce qu'on va appeler nous de plus haut niveau. Donc par exemple, certains opérateurs vont remonter combien vous avez de clusters LC, pas LC, l'état de santé des backups, les derniers backups. Voilà, un peu plus de visibilité haut niveau sur les N clusters qui sont gérés par vos opérateurs. On parlait de modernité tout à l'heure avec Alex, de modernité des opérateurs. Donc on utilise notre CLI kubectl, ou kubecontrol, ou kube je sais pas quoi, il y a cette prononciation. On a eu un bon... Tu sais le prononcer en québécois ou pas? Il y a Jérôme qui me souffle. Québectul? Non, c'était... Bref. Vous n'avez pas suivi la keynote ce matin? Ça déchirait.
Du coup, ouais, le côté cool, c'est ce côté plugin modernité où on peut avoir quand même pas mal de retours sur l'état de santé de nos clusters. Et c'est quand même bien appréciable. Pourquoi Bon, alors, Percona, il est... Ouais, Percona, il a une petite tête de mort, c'est vrai. Alors, déjà parce que il n'y a pas spécialement... En fait, David, il l'aime pas du tout, celui-là, cet opérateur. J'entends pas quand tu fais ça, mais bon, c'est pas grave. Percona, en fait, si vous voulez faire du monitoring avec ces opérateurs-là, il faut utiliser leur solution Percona Monitoring Management, je crois, qui marche en mode agent serveur. Et voilà, nous, on n'a pas spécialement envie de Ouais, rajouter... mais tu m'avais dit qu'il y a un truc plus grave de monitoring qui était remonté, qui était Ah pas oui, net. je sais de quoi tu parles. Alors, par défaut, si vous ne faites pas attention, vous prenez les default values de votre charte, vous installez Percona Operator, il va envoyer de la télémétrie chez les serveurs centraux de Percona. Donc c'est des trucs lesquels on n'est pas super à l'aise. Ça se Là, j'ai désactive. juste envie de poser la question. Est-ce qu'il y en a qui kiffent ici quand on installe un opérateur disponible en open source et que ça remonte de la télémétrie dans les serveurs centraux par défaut? Il y en a qui kiffent? Non. Bah nous non plus. Voilà, Donc clairement là, pas cool. pas cool. Après ça se désactive facile. Ça se désactive, pas de souci là-dessus. Mais voilà, après ça fait une solution, un composant supplémentaire juste pour le monitoring. On est un peu moins à l'aise avec ça. Alors que, voilà, ça c'est Cloud Native PG par exemple. Donc ça c'est le plugin kubectl de Cloud Native PG. On a des infos sur les services, sur les instances, qui sont ready ou pas, sur les certificats, sur est-ce qu'il est en train d'archiver ou pas mes walls pour faire du backup plus tard. On verra ça tout à l'heure. Donc c'est quand même bien plus agréable de bosser avec ce genre d'opérateur. Donc là c'est une vue qui est tronquée, mais du même opérateur, mais qui vous donne le statut au format un peu plus traditionnel en YAML quand vous décrivez vos objets. C'est à moi de bosser après? Yes. Ok. Donc à continuer, Alex va se prendre la suite. Tiens, je peux te prendre la cliquette? Ouais, fais gaffe, c'est sensible. Alors, restauration de l'embarcation. Et évidemment, avant la restauration, on va peut-être faire une petite sauvegarde. Donc, premier élément à savoir, c'est que la quasi-totalité des opérateurs vous permettent de sauvegarder vos bases de données vers un endpoint compatible S3. C'est écrit S3, mais c'est évident, compatibilité S3. À l'exception d'un opérateur, MariaDB, qui lui ne supporte que les PVC. Alors, ceux qui sont habitués à faire du stateful sur Kubernetes savent que le PVC, c'est aussi souvent utilisé pour faire des backups. Dans un monde de sauvegarde de bases de données, on aime bien que ça aille en dehors du cluster et que ça ne reste pas trop dans le domaine des persistants de volume du cluster cube. Donc voilà, pourquoi il a une petite tête de mort ici, lui. Ensuite, sur la gestion des sauvegardes, donc dans un monde moderne, quand on fait des sauvegardes d'une base de données, on ne veut pas juste la sauvegarde d'il y a 3 jours, on veut la sauvegarde d'il y a 3 jours, et puis on aime bien avoir tout ce qui s'est passé entre les 3 jours et maintenant pour pouvoir faire une restauration à un moment précis. Ça s'appelle du point-in-time recovery. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé du point-in-time recovery. Levez la main pour savoir un peu. Une bonne partie, on va dire, 25%, un quart. Voilà, donc la plupart des opérateurs le supportent, sauf un, MariaDB, si je ne m'abuse, opérateur, que vous verrez, on aime bien quand même, bizarrement. Donc, point-in-time recovery pour l'ensemble. Vous décrivez quand vous voulez faire une sauvegarde, un peu la rétention, etc. Attention, la plupart des opérateurs vont vous permettre de faire du point-in-time recovery sans trop configurer grand-chose. Par contre, la durée de rétention peut être complètement débile par rapport à ce que vous voulez faire. Donc si vous avez une petite base de données de 5 gigas, vous pouvez vous retrouver avec 500 gigas de datasets de sauvegarder alors que vous voulez juste sauvegarder les 2 derniers jours. Et voilà. Faites attention à ça, les configurations par défaut ne sont pas forcément les bonnes. J'ai un slide attention derrière, mais il ne sert à rien, je dis tout dans ce slide-là. En fait. Je ne sais pas pourquoi on l'a gardé. Ensuite, sur les stratégies de restauration, là, ça devient intéressant, puisqu'on parle souvent des sauvegardes et comment ça se passe, mais au bout de quelques mois, il arrive souvent qu'on ait besoin de restaurer de la donnée, ou que les clients nous demandent de restaurer de la donnée. Et donc, on fait face à, en fait, un choix cornélien, c'est quelle stratégie on utilise pour restaurer. Pourquoi ? Vous avez une base de données, un cluster de base de données qui est en production. Il est en mauvais état pour une raison X ou Y. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le squeeze et on restaure tout dedans? Est-ce qu'on va setuper un autre cluster par ailleurs et reconfigurer les apps pour taper dessus? Tout ça est un choix à faire sur le coup et où il n'y a pas de bonne réponse. En fait. Ça dépend complètement de ce qu'on cherche à faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est les fonctionnalités, les possibilités qu'on a avec un opérateur. Évidemment,
Par défaut, on a la possibilité de donc créer un clone de notre sauvegarde avec du point in time si on le souhaite, c'est-à-dire préciser je veux la DB d'il y a 4h56, et on peut la spawner le cluster à côté de l'existant. Donc créer un nouveau clone. Ce qui nous permet soit d'aller investiguer, de regarder dedans ce qui se passe, soit éventuellement de faire repointer les applications vers cette nouvelle instance de cluster, ce qui nous permet de rendre l'application, enfin de rendre un dataset cohérent à l'application. Donc ça, c'est une stratégie possible, créer une nouvelle instance de cluster. Une autre stratégie, c'est de remplacer le cluster existant. Alors, quand on remplace le cluster existant, déjà, on prend son caleçon le plus propre, c'est ça? Ou je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais bon, il y a un opérateur qui vous fait du remplacement in place, c'est-à-dire qu'il laisse l'instance de cluster vivante et il va juste aller changer le dataset à l'intérieur sans détruire le cluster ou quoi que ce soit. Ça, c'est Percona. Et c'est pour ça que même si David il l'aime pas trop, eh ben, il est quand même avec une banane. Voilà. Et la plupart des autres opérateurs, on va avoir plutôt une stratégie de tu délètes et tu reconstruis. Alors bon, détruire son cluster hautement disponible et censé jamais péter, et puis espérer que le relancement va bien se passer. Je crois que le caleçon est plus trop propre après, un truc comme ça. Donc, compliqué. Les restaurations, en fait, quand on est vraiment dans le feu de l'action et que parfois il y a des enjeux de timing assez forts, c'est pas simple et on va probablement, le plus safe, essayer de cloner une nouvelle instance de cluster, vérifier que tout est bon et faire repointer les applis vers cette approche-là plutôt que de tenter le diable. Après, le diable, vous pouvez le tenter en dev, en staging, en ce que vous voulez, hein, c'est super pratique, mais bon, comme on fait un peu de l'approach chez Nix, je crois. Hein. Pas mal. Ouais, en H24 en plus, donc on n'a pas trop envie de s'amuser avec ce genre de choses trop souvent. Pourquoi Postgres Operator et MariaDB, j'en ai parlé, mais pourquoi Postgres Operator est dans les têtes de mort? Je ne me rappelle plus. Parce qu'on a déjà eu des petites blagues en production. Oui, avec ces opérateurs Zalendo, donc on a déjà eu des latences de comportement, genre il ne se passe rien pendant 1 minute, 2 minutes, bizarre. D'autres trucs pas évidents aussi, c'est quand on délète le cluster, parfois ça peut déléter les PVC et les PV qui ne sont pas en retain, ce qui n'est pas très cool, même si on a un backup, on n'aime pas trop déléter des PV sur Kubernetes, généralement. Voilà, donc on a parlé un petit peu de restauration, et le slide, attention, il ne sert à rien comme prévu. Voilà. Alors, sur l'ajout des canons et des plugins, est-ce que vous utilisez des plugins de base de données? Je parle notamment de, par exemple sur Postgres, il y a des extensions disponibles comme PostGIS qui permettent de gérer de la géolocalisation de données à l'intérieur de la DB. Ça, c'est un plugin. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des plugins de base de données dans la salle? Un peu, pas trop, on va dire 10%. Alors, bonne nouvelle, c'est en gros supporté par défaut, surtout quand on est dans le monde Postgre. C'est-à-dire que les images, les conteneurs qui sont utilisés par les opérateurs intègrent déjà les plugins utilisables, mais qu'en plus, via les custom ressources, vous allez pouvoir préciser « Ah, je veux que tu m'actives le plugin Tartampion et truc machin chose ». Donc ça, c'est plutôt cool. Ça n'est pas systématiquement le cas, par contre, mais on a au moins généralement la possibilité de réécrire une image, un conteneur custom qui, lui, intègre les librairies et qui les active par défaut. Ce qui nécessite clairement beaucoup plus de boulot. Normalement, avec un opérateur, on a envie de moins bosser, on n'a pas envie de plus bosser. Donc, vous en concluez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Stackgress a fait un effort particulier. Stackgress, c'est un des opérateurs où, au lieu d'avoir une custom ressource qui correspond à votre cluster, vous avez plein de custom ressources qui permettent de lancer des actions, de faire des upgrades, de machin, et tout ça, c'est beaucoup plus qu'une seule custom ressource. Et si vous avez l'habitude de Cert Manager, de Flux, ou de composants Kubernetes assez modernes qui utilisent beaucoup de custom ressources pour vous décrire, ou Traefik par exemple, qui utilisent beaucoup de custom ressources pour vous faire une image de ce qui se passe dans le cluster, vous avez probablement l'expérience que ça vous apporte pas mal d'informations standardisées sur ce qui se passe, de regarder des événements, etc. Donc c'est plutôt un point bonus. Voilà pourquoi il est dans les bananes. Clone natif PG, support des extensions, pas de problème. Et Moco, plutôt côté MySQL, lui, oh, on a oublié de préciser ça. Mais ils avaient tous compris. De quoi? PG, Postgre. Oui. MY. MySQL. Ouais, mais plus dur. MA. Et MA, c'est pour MariaDB, mais il est tout seul.
Il est dans le nom. Bon, plus c'est facile. pas grave, vous l'avez Mais vu à la fin de visuellement, la moi, presse, ça peut mais tout va bien. Niveau timing, on en est où? On est pas mal. Donc si on veut garder des questions-réponses, il nous reste un dernier slide et un petit peu la conclusion derrière. Le dernier slide, pardon, c'est l'upgrade. J'ai évité de crier dans le micro, parce qu'il paraît, il y en a qui ont eu mal aux oreilles ce matin. Je suis pas en cause, enfin presque pas. Upgrade de base de données. Donc on a deux types d'upgrades à gérer finalement avec des opérateurs. On a d'un côté les upgrades des clusters de base de données, mais on a aussi les upgrades de l'opérateur lui-même. Et les deux n'ont rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, on a un opérateur qui est censé nous faciliter la vie pour faire des upgrades de clusters de base de données et que tout se passe quasiment automatiquement et magiquement. Et de l'autre côté, on a le truc, il faut sortir encore un autre caleçon, c'est l'upgrade d'opérateur, qui lui est beaucoup plus périlleux puisque un opérateur garde des états des différents clusters que vous avez. Vous imaginez bien, si vous avez 200 bases de données gérées par un opérateur, quand vous allez mettre à jour l'opérateur, vous n'avez pas forcément toutes les DB dans un bon état, dans la même version, avec les mêmes agents qui tournent autour, etc. Donc c'est quand même assez risqué de mettre à jour un opérateur. Alors, en ce qui concerne les upgrades de DB, comme je le disais, c'est plutôt simple, puisqu'on va utiliser les custom ressources mis à nos dispositions pour dire « je veux passer sur une nouvelle version ». Et là, l'opérateur va s'occuper de faire les switch-over, de passer un réplica en primaire, un primaire en réplica, et de faire comme ça un rollout pour remplacer les versions. Et aussi de mettre à jour les schémas système de la DB, tout ça. Du coup, tu as énuméré pas mal de choses et ça, quand même, ça peut aider à faire pas mal d'erreurs, enfin de ne pas faire d'erreurs, justement. Oui, tout à fait. On va en reparler dans les conclusions. C'est que l'opérateur vous guide et vous aide et vous évite de faire des erreurs. Là, si je devais démerder quelque chose, en prendre tout de suite maintenant, sachant que je n'ai pas beaucoup dormi, peut-être que mes collègues me laisseraient traficoter un opérateur. Il y en a dans la salle. Est-ce qu'ils me laisseraient toucher un opérateur là maintenant? Moyen. Ouais. La confiance ne règne pas partout. Alors, clairement, les upgrades de DB, même si c'est piloté par l'opérateur, c'est la plupart du temps automatisé que ça se passe bien, évidemment testé en dev. De toute façon, premier problème qui peut apparaître, c'est que vos applications, les librairies de vos applications ne supportent pas la nouvelle version de la base de données. Donc l'opérateur n'est pas là pour faire pour tout rendre magique. Il faut aussi quand même avoir une certaine méthodologie quand on prévoit d'upgrader des bases de données. En ce qui concerne les opérateurs que eux on va mettre à jour, alors c'est un petit peu là que le MOCOS se fait classer dans la case ça va pas. Vous mettez à jour votre opérateur et là, parfois certains opérateurs font OK, pas de problème mon pote. Là, j'ai 200 DB avec 200 agents qui regardent, mais ils ne sont pas la bonne version. Donc, je roll out tout. Bon, j'espère qu'il y a de la place sur le cluster, parce que ça fait beaucoup de pods en plus d'un coup. Donc, petit point noir, les opérateurs, les mises à jour d'opérateurs peuvent nécessiter un rollout de vos clusters. Je dis à chaque fois DB, alors je parle de cluster, master et réplica, abus de langage. Et certains opérateurs vous permettent de ne pas relancer automatiquement, de ne pas faire de rollout automatique de tous les clusters qui sont managés par l'opérateur, mais certains ne vous laissent pas le choix. Et donc, il vaut mieux prévoir une fenêtre de maintenance. Ça va, Smaïn? Fais gaffe, tu passes par-dessus bord, ici, ça rigole pas avec les pirates. Moi, j'ai bien envie qu'on applaudisse Smaïn, qui est un des organisateurs et qui fait que cet événement... Tu sais que je t'aime. Il voulait être discret, donc je l'ai un peu affiché, c'est vrai. La cliquette, si elle veut bien avancer, mais elle n'a pas l'air. Avance. Bon, bah... Tu l'as pas mis sur off? Non, il y a la petite lumière quand même, ça laser, ça marche, mais elle ne veut pas passer le slide. Est-ce que toi, tu arrives à passer le slide? Oui. Alors, avant de faire un petit tableau récapitulatif, parce que c'était un peu bordélique, tous ces opérateurs, il va falloir qu'on s'y retrouve, on aimerait quand même vous faire passer quelques messages à propos des opérateurs. Les opérateurs, d'abord et avant tout, ce sont des outils qui sont censés aider les opérateurs, ou en tout cas ceux qui consomment aussi les bases de données. C'est un outil qui est censé vous faciliter la tâche, très clairement. Il parle d'opérateurs, il parle des ops, il parle de nous, quoi.
Ouais, les ops, mais en fait, Les on va humains. en parler dans le dernier point après. Alors, je continue sur côté ops. Je suis un administrateur de base de données. Bon, bah, c'est sûr qu'avec un opérateur qui marche bien, je peux gérer plus facilement 200 bases de données. Alors que si je faisais mon patroni à la mano sur du bare metal avant, bon, bah, le rollout de tous les trucs, c'était 2 semaines, quoi. Donc ça aide ça vous donne plus de capacité à traiter de la masse, à traiter de nombreuses bases de données. Ça vous donne aussi des capacités de faire moins d'erreurs, même si vous avez une seule base de données. Disons qu'il y a un certain nombre de garde-fous et d'automatismes qui vous aident. Vous avez bien compris par contre qu'en face de tous ces gains, vous avez un opérateur qui tourne dans le cluster et qu'il faut s'en occuper. Donc ça, c'est de la charge de maintenance, bien sûr. Enfin, il y a un point qui est important aussi sur les opérateurs, c'est qu'on retrouve un peu le concept d'ingress sur Kubernetes. Tout d'un coup, vous allez pouvoir dire aux utilisateurs, ou bien si vous êtes utilisateur, vous allez dire « Ouais, moi je veux de l'opérateur dans ma boîte parce que ça va être trop pratique », vous pouvez dire aux utilisateurs « Écoute, tu utilises dans ton mchart, parfois tu packages un ingress ou tu choisis d'exposer quelque chose. Bah là, avec un opérateur, tu peux choisir ta DB, ta version, ton plugin, voire même parfois tes utilisateurs, etc. Et éventuellement, tu le packages avec ton application elle-même. Alors, soit dans le même mchart, soit avec une dépendance de mchart, soit à part, soit comme vous voulez. Mais en gros, fini l'époque où une équipe de 50 développeurs a besoin d'appeler le mono-administrateur qui doit à chaque fois lui créer une DB, la spawner, le machin. Non, vous pilotez ça directement de votre côté. Donc un gain certain. Ça marche toujours pas. Alors, le petit slide final pour essayer de s'y retrouver, et après on aura un peu moins de 10 minutes de questions-réponses. On a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de trucs à discuter. Malheureusement, on ne peut pas tout vous dire dans le talk parce que le temps est un petit peu contraint, mais on est dispo sur le booth si vous voulez discuter chez nous. Donc, on vous a mis à gauche, avec les cases vertes, ici pour les daltoniens, ceux qu'on fait tourner en prod, qu'on utilise en prod régulièrement pour nos clients. D'accord ? Et à droite, on vous a mis ceux qu'on ne fait pas tourner en prod chez nos clients régulièrement. Sur ceux de gauche, on peut au moins vous dire qu'à ce jour, il y a du bois par là, quelque part. À ce jour, on n'a pas perdu de données. Pas encore. Non, allez, pas de données. On ne va jamais en perdre. Bah, tu touches aussi. Hein. Touchez aussi, là, ceux qui sont chez Enix. Il y en a sous le siège. Donc, on n'a pas encore perdu de données avec ces opérateurs. Ça a au moins cette preuve-là. On en utilise de nombreux. On opère beaucoup de bases de données. Et on n'a pas encore perdu de données à cause d'un opérateur. D'ailleurs, ça nous a plutôt aidé à essayer de standardiser les installs, à avoir un monitoring plus générique et de s'assurer que quand on spawn quelque chose, on n'oublie rien et on le gère correctement. Après, on peut revenir sur certains points qui peuvent être problématiques. Par exemple, vous notez que le Postgres Operator de Zalando, on ne lui a pas mis toutes les bananes pour 2 raisons. Modernité de l'opérateur, sauvegarde et restauration. Est-ce que David, tu peux nous commenter ces 2 points ? Alors, j'ai pas tous les détails. Par contre, il y a des gens à qui c'est arrivé, les anecdotes, enfin en tout cas les blagues sur cet opérateur sont sur le stand. Donc si vous voulez avoir des détails techniques sur le sujet, il faut demander Antoine sur le stand Enix, il fera un plaisir de vous raconter. Antoine, il est là en plus, regardez. Il est dans la salle, je ne l'avais pas vu. Allez, lève-toi. Il me taille tout le temps au bureau. Tu peux te lever, mec, vas-y. Tu me tailles tellement au bureau, t'as gagné là. Voilà. Merci. Donc oui, Zalando, il se comporte parfois un peu de façon biscornue, il ne réagit pas vite, etc. Et au niveau des sauvegardes et restaurations, parfois on a eu des PV qui disparaissent et tout, on n'a pas kiffé. Mais il tourne en prod et on n'a pas perdu de données. Sur celui-là, qui est un peu intéressant, vous avez plein de bananes, mais on ne le fait pas tourner en prod. Les gens ils vont dire pourquoi. Pourquoi, David? C'est quoi ce slide de merde? Pourquoi? Parce qu'en vrai, on n'a pas eu l'occasion de le déployer. Alors il a un comportement, enfin une philosophie vachement spécifique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de cloud native PG en prod pour du Postgres. On n'a pas le besoin aujourd'hui. Par contre, c'est un opérateur qui transpire la confiance, qui est vraiment une doc vraiment bien foutue. Et voilà, si quelqu'un veut l'utiliser, quelqu'un aime bien les UI un peu fancy, franchement, c'est un opérateur vers lequel on peut facilement se tourner. Moi, ce que j'ai bien aimé sur Stackgress, que je n'ai pas pratiqué personnellement, mais que j'ai regardé dans le cadre de cette presse, c'est cette multiplicité de custom ressources et un peu l'approche qu'on retrouve sur d'autres projets qu'on utilise très souvent de manière régulière dans nos gestions de cubes et autres. Avoir plusieurs custom ressources, ça paraît peut-être un peu plus compliqué parfois, mais ça permet d'avoir les choses bien rangées dans les bons tiroirs, d'avoir les événements au bon endroit, d'avoir des choses à regarder avec des describes ou du monitoring pour savoir ce qui se passe. Alors après, il nous en reste 2 qui ne vont pas bien. Donc attends, Stackgress, conclusion,
Est-ce qu'il va rester pas en prod chez nous? Non, il y a des chances qu'on l'utilise, qu'on l'essaye un peu plus, qu'on aille plus largement et qu'on l'intègre. MariaDB, ça va pas. Bah, c'est pas que ça va pas. Après, c'est un outil qui a quand même pas mal d'activités sur le repo. On voit qu'il y a beaucoup de commits, c'est vachement régulier. Ça va pas. Après, le clustering, c'est normal que ça va pas parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité de cluster sur cet opérateur. C'est que Donc là, on parle d'opérateur et de disponibilité et on a un opérateur qui fait pas de clustering. Ouais, exactement. Il fait que de l'instance standalone pour l'instant. C'est sur leur roadmap, donc à voir dans le futur. En gros, ce projet est très jeune. Ouais, mais il sent bon. Il y a des gens qui connaissaient ce MariaDB opérateur ici ou pas? Il est référencé sur Operator Hub. Donc, projet jeune qui a l'air quand même de bien appliquer les concepts, les préceptes de Kubernetes et du Cloud Native, très moderne dans l'approche, probablement un futur stack Grace qu'il va falloir regarder dans le radar, et une des rares options à faire du MariaDB aussi. Et puis après, il y a ton favori. Je peux sortir de la salle si tu as envie de gueuler. Bon, je pense qu'on a suffisamment élaboré sur pas de commentaires sur le dernier. Alors, voilà, ça conclut notre talk. On a envie de vous dire que si vous voulez discuter de choses, récupérer des t-shirts cool de pirates, que je ne peux pas déchirer mon truc, donc je ne peux pas vous montrer. Bon, je ne vais pas me mettre à poil. Voilà. Il y a des t-shirts très cool de pirates sur le stand. Et des bananes aussi. Important. Pourquoi tu rigoles? C'est bien. Donc il y a des vraies bananes à gagner, effectivement. Il y a un jeu concours, vous gagnez des bananes. Il y a des t-shirts, il y a plein de trucs. Il y a aussi une bonne partie de la boîte avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de retours d'expérience à vous partager si ça vous intéresse, qui sont prêts à répondre à vos questions. J'ai envie de dire, on va s'arrêter là, on va passer aux questions-réponses. Merci David. Merci Alex. Ta prestation. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Et est-ce qu'il y a des gens qui gèrent les micros dans la salle? Alors, ici, Attends, on a du micro. Je vois qu'il y en a, mais je ne sais pas s'il marche. Tu vois? Est-ce qu'il marche le micro? Testing. Nickel. Déjà, super presse, merci. Ma question, c'était, est-ce que vous avez essayé l'opérateur Postgre de Crunchy Data? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Non plus. Alors, je crois en avoir un peu entendu parler dans la boîte, donc je pense que tu peux passer sur le stand. Il y a quelqu'un qui l'a testé. Je pense qu'il y a j'en ai entendu parler. Donc, je pense qu'il y a des gens chez Unix au moins qui ont dû le tester. Ouais. Je ne sais pas qui, moi. Donc, ouais, c'est pas sûr. Je n'ai pas forcément la réponse non plus. Je comptais déjà passer pour un t-shirt, donc nickel. Après, on s'est vachement limité aussi au SQL, mais en vrai, les opérateurs, il y en a plein d'autres de cool. Hein. On aurait pu s'étendre sur les opérateurs, mais là, il nous faudrait 4 heures. Celui d'Elastic, il déboîte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Vous parliez des point-in-time recovery. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de backups sont faits avec les opérateurs? Est-ce qu'on est sur de la copie binaire? Est-ce qu'on est sur du dump SQL? Et quel impact sur la prod pendant le backup? Alors, je vais te donner les concepts de base. Ce n'est pas forcément moi qui les pratique. Donc, encore une fois, on n'a pas tous les détails, mais viens nous poser des questions après avec les gens. En gros, tu as évidemment la possibilité d'avoir, dans certains cas, le dump SQL, mais tu as évidemment tout ce qui est binlog, tout ce qui est... Alors, Romain me reprendrait forcément si je n'utilisais pas les bons mots, mais les fichiers wall, en fait, le flux binaire de modifications qui ont eu lieu autour de la DB depuis le dernier full backup sont effectivement sauvegardés. Et on te parlait tout à l'heure, attention à la configuration par défaut, puisque si c'est mal configuré, on peut garder la rétention sur 30 jours et ça peut prendre énormément de place. J'espère avoir répondu à la question. Ok, merci. Question haute, une autre. Il y a à gauche, il y a à droite. Ouais. En général, vous essayez de déployer un opérateur par cluster ou parfois 10 opérateurs pour justement limiter un peu le risque de moi, j'ai une réponse d'actualité. Toi, le dernier... Tu as mis combien d'opérateurs sur le dernier cluster que tu l'as fait? Pour tester, pour les tests, pour le debug. Tu as foutu ma blague en l'air. Il y avait combien d'opérateurs dans les tests? Une dizaine, un truc comme ça. Ils sont tous tournés sur un même cluster. Pour répondre à ta question, en test pour ce talk-là. Après, clairement, en production, non.
En prod, en Généralement, général, on a une stratégie, on s'y tient pour un client ou un cluster donné, un cluster cube. après, on peut avoir plusieurs opérateurs pour différents types de DB. Typiquement, on a des clusters avec à la fois des opérateurs pour du MySQL et à la fois des opérateurs Redis qui vont tourner dessus. Mais en tout cas, c'est rare qu'on fasse tourner plusieurs opérateurs Postgre pour différentes DB sur le même cluster. Je sais pas si Je c'est peux ça même la te dire que question. ça n'arrive pas dans les faits. C'est qu'on est en transition si ça arrive, et encore, on est super vigilant. Donc pas 2 opérateurs Postgre généralement sur un seul cluster cube, ou pas Yes. 2 opérateurs MySQL sur un même cluster cube. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de tester Galera, enfin le support de Galera sur certains des opérateurs que vous avez présentés, en cluster multimaster, réplication synchrone. Alors, pas sur Kubernetes directement. On a des gens chez nous qui ont fait du Galera sur du bare metal. Et ben, il n'y a plus de Galera. Je pense que ça répond. Mais après, sur environnement Kubernetes, on n'a pas fait. Nous deux, non, et on n'a pas la réponse en gros, mais on utilise du Galera par ailleurs. Est-ce qu'il reste des questions? Oui, encore une question. Oui. Et encore une devant derrière. Superbe blague et super costume. Je suis presque déçu que vous n'ayez pas perdu de données, finalement. Mais quel est votre pire incident qui vous empêche encore de dormir? Ah, bah on n'a pas le droit de le dire. C'est fou, quoi. Le pire incident, je pourrais vous raconter des trucs sur l'organisation du KCD et tout, à 6h du mat, où on transpirait un peu fort. Pire incident, si, des merdes, ça arrive toujours. Moi, des catastrophes interplanétaires où tu perds tout, il n'y a plus rien qui marche, mais heureusement, tu as un vieux backup pourri, il faut retrouver une aiguille, une petite DB, il y a 200 DB dans une seule instance, il faut aller zoomer dans le truc. Il y a Antoine qui a fait ça pour un client il n'y a pas longtemps, là, où le client ne voulait pas toute la restauration, il voulait juste une table, et donc il a fallu lui récupérer la table pour la ramener. C'est méga chiant quand c'est en vrac, en production. De la perte de données, si j'ai envie de dire, j'ai 2 réponses à te donner. Chez Enix, on n'a que des gars qui ont déjà perdu de la donnée avant, dans leur vie passée. On a des gens qui ont 10 à 15 ans d'expérience, donc généralement on évite les cas foireux ou les trucs sensibles ou les trucs qui vont nous péter à la gueule parce qu'on a un peu d'expérience sur le sujet. C'est pas pour être pedant ou quoi, c'est juste on a déjà vécu la merde, donc on essaie de l'éviter, de la garder la plus loin possible. Après, des galères de perte de données, ça arrive. Il y a un cluster qui disparaît en production alors que c'est un truc H24 en haute disponibilité et que le client il a un méga impact de 2 heures alors que ça devrait durer 2 secondes maximum. Oui, ça nous est déjà arrivé, évidemment. Je suis un peu langue de bois, mais bon, je ne sais pas quoi dire. En fait, je ne connais même pas le pire truc. Si, les pires problèmes, on sait ce que c'est. Les pires problèmes qui t'arrivent, c'est quoi? Hein? Le réseau. Ah les gars, le réseau. Non mais oui, si tu n'exportes plus de service, enfin franchement, c'est ça qui fait le plus mal. Tu as un mauvais export BGP de ton service sur net, c'est plus exposé, tu as beau avoir toute la redondance que tu veux, le réseau, généralement, c'est difficile d'avoir des trucs très détachés sur chaque data center. Il nous reste peut-être plus trop de temps. Il reste des questions ici. Est-ce qu'on a encore le temps, les chefs de salle, pour faire des questions-réponses? Ouais. Alors, merci encore. Très rapidement, sur la politique de sauvegarde, vous avez mentionné S3, peut-être, quelle en est pour la couche des disques, la CSI? La couche des disques et tout. Alors, je vais faire une réponse très très rapide. Donc oui, on préfère la sauvegarde sur du endpoint compatible S3. Si jamais on a du sauvegarde côté PVC, on va essayer d'utiliser Velero pour ramener ça potentiellement sur S3. Et derrière, en termes de back-end, nous, on aime beaucoup ZFS. Il y a Seb dans la salle ou pas? Non, il n'est pas là. Non, mais un Seb dans notre boîte. Donc on aime beaucoup ZFS pour avoir de la vérification de la donnée, de la réplication et la possibilité en plus de déplacer les backups d'une machine à un autre ou ce genre de choses. Voilà un peu. Après, on peut te parler de RAID, de machin, mais ça dépend du client et du besoin, quoi. Et à chaque fois, sur des clusters comme ça, on va utiliser les disques locaux des machines. De toute façon, on utilise des clusters avec plusieurs instances. On ne veut pas avoir le CSI qui fasse lui-même sa réplication en dessous. On compte sur la haute disponibilité de la solution applicative, quoi. On va utiliser des CSI distants ou whatever, vraiment pour des instances ou des composants qui sont pas HA par défaut. Il y a beaucoup de choses à dire sur le CSI derrière les bases de données d'ailleurs, mais ce n'est pas le but de ce talk, mais on peut en discuter avec plaisir. C'est un gros sujet aussi. J'ai envie de donner un petit mot de la fin quand même. Vous avez eu, je voudrais remercier Jérôme, que moi je vais même applaudir tout seul s'il faut.
Jérôme, qui, je vais pas sortir mon sable pour te pourfendre, non, parce qu'il a allumé la keynote comme un chef, c'était moi super agréable, je me suis pas posé de questions, j'espère que vous avez kiffé le Tetris pour commencer, typique dédicace de monsieur Jérôme. Voilà, on va abandonner les lieux et quitter le navire, non, partir avec notre navire plutôt. Merci d'avoir jeté l'encre avec nous pendant ce talk. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à attraper David, Alex, le reste de la team. Ils ont plein de trucs à raconter sur ça et plein d'autres choses. Merci beaucoup.